Nongwani Ataye Mieko Momi. Les chroniques de l'Empire Ntu. Genèse et conquête. Chapitre 3. La guerrière devenue impératrice. À la mort de Sawata Ier, son fils dernier-né mal en vie, le prince Ngekale Sagbankofu lui succéda. La loi traditionnelle de succession fut respectée à la lettre près. L'enfant fut intronisé par toutes les institutions de l'Empire, par le Conseil des sages et l'Assemblée des peuples, ainsi que la prêtresse mère Seimela la Sainte. Mais le nouvel empereur était encore trop jeune pour gouverner et ne pouvait régner avant ses 20 ans. Sa mère, Kesha Fwasi Boka, assura la régence durant 10 ans, 10 brillantes années, durant lesquelles elle poursuivit les projets militaires de son mari en défendant l'Empire contre les assaillants extérieurs, mais aussi contre des complots intérieurs de certains nobles qui s'alliaient aux peuples voisins, pensant pouvoir récupérer la régence en avançant le fait qu'il s'agissait d'une femme sur le trône. Ils pensaient qu'elle était faible et incapable de mener correctement une guerre. Elle protégea aussi ceux qui firent allégeance au trône du léopard pourpre, parmi eux beaucoup de petites principautés et de populations fuyant les guerres internes dans leurs royaumes respectifs. Sous la régence de Boka, l'Empire reçut l'allégeance du royaume de Nkwilu, qui deviendra sous Sawati II, fils de l'empereur Sawati Ier, une de ces cités-États de l'Empire. En effet, le roi Nkwilu, qui avait refusé au départ l'alliance avec Sawati Ier, craignait d'être annexé de force en voyant la stabilité et la puissance qui découlaient de l'union entre Nkosa et les Shanda. Et d'un autre côté, il ne parvenait plus à stopper les attaques répétées contre les villes côtières par les pirates, ainsi que les razzias de populations entières, emportées sur des bateaux au départ de ces côtes. Fwasi décontenançait ses ennemis par sa maturité en tactique militaire et politique, hérité de son père, un chasseur aguerri et combattant, originaire des massifs du Nord. Il fit anéantir toute une division d'élite du royaume voisin de Merembo, situé sur la côte océanique ouest, dont le roi était connu comme étant le seul monarque invaincu depuis des siècles. Cette victoire remplit d'effroi et de crainte tous les ennemis et rivaux de l'Empire Ntu et amplifia l'effet d'appel d'air des peuples qui, les uns après les autres, venaient demander protection et faisaient successivement allégeance au trône du léopard pourpre, régenté par une femme. La force de la régente résida sur une utilisation importante des guerrières Nkosa qu'elle s'employa à utiliser massivement contre ses ennemis. Elle affaiblissait leur force en créant une instabilité qui permettait, grâce au désordre et à la fragilité ambiante de ses voisins, d'y envoyer ensuite une force de combat qui parvenait à vaincre rapidement l'armée du pays attaqué. Le royaume de Merembo était dirigé depuis 200 ans par la dynastie des Merem, une des monarchies métissées issues du peuple Assaadi qui occupait depuis quelque temps les terres à l'extrême nord-est du Kamita, que sous la naissance de l'Empire, les Ntu appelaient eux les Katiopa. Les Merem, nom qui était aussi donné au peuple de ce royaume, s'étaient mélangés aux autochtones de cette région au travers des mariages, qu'ils finirent par soumettre et déporter comme travailleurs forcés en les livrant aux navigateurs qui venaient déporter les populations de la Grande Terre Katiopa. Ils étaient connus, ceux qui arrachent à la terre
ceux qui prennent des hommes libres et en font des esclaves. Les Mérem furent les premiers à être qualifiés de Yovoda, car ils prenaient des hommes de force lors d'expéditions punitives et les rapportaient parfois jusque dans l'actuel empire Ntu. Plusieurs populations ne cessaient de fuir toujours plus loin et s'enfonçaient à l'intérieur de l'empire, franchissant de hautes montagnes, des massifs au nord, que durent franchir il y a des siècles les ancêtres du peuple Nkosa, pour eux aussi se mettre à l'abri de ces vendeurs d'hommes. Dans la fuite, plusieurs trouvèrent la mort par les maladies, le froid, les attaques d'hommes en armes, à l'intérieur à leur poursuite, mais aussi par cause d'accidents et d'autres chutes dans les montagnes. Moins de 3/4 d'entre eux parvenaient à en sortir vivants. Parmi ces familles décimées, la régente Kesha, fille cadette du prince guerrier-chasseur, réussit à avoir la vie sauve grâce au sacrifice de tous ses frères aînés et oncles qui permirent à ses parents et aux plus jeunes de trouver refuge en territoire Nkosa. Ces derniers s'interposèrent face à une horde de combattants qui attaquaient leur ville. Les frères de la régente ainsi que les hommes en âge de se battre mirent les femmes, enfants et les plus âgés sur la route de l'exil et protégèrent leur fuite en livrant des combats féroces qui empêchaient les ennemis de les rattraper. Le cortège des exilés avait pris la route vers le territoire de Nkosa, un lieu réputé pour offrir sécurité aux personnes en fuite grâce à ses massifs escarpés qui empêchaient toute poursuite dans les hauteurs. Après beaucoup d'efforts, éprouvés par la faim et la soif, ils finirent par franchir les derniers hauts cols du massif de Nkosa et virent au loin, devant eux, la vallée de Mongé, un point de repère qui leur permit de se savoir hors de danger sur le territoire du peuple guerrier des Nkosa. Ainsi, la famille Kesha s'intégra parmi les populations Nkosa et en devint une composante. Ces derniers accueillirent les réfugiés à bras ouverts. Ils les acceptèrent parmi leur peuple, et ces derniers en adoptèrent les us et coutumes. Certains, pour lier à jamais leur sort à celui des Nkosa, se marièrent aux hommes ou femmes de ces derniers. D'autres rejoignirent même l'armée d'un chef tribal Nkosa local, Agbazi Abadi. Kesha, quant à elle, rejoignit le corps des femmes guerrières Nkosa lors des recrutements de combattantes par Sawati Ier. Agbazi la recommanda personnellement, car Kesha se distingua par sa fougue et son énergie dans le maniement des armes et son ardeur lors des entraînements. Alors que Sawati Ier était en tournée de recrutement auprès du clan Abadi, Agbazi ne manqua pas de parler d'elle à son roi, qui fut attiré par la guerrière mais aussi par la femme. Elle n'avait à ce moment-là 16 ans, et lui presque le double. Sa grande impétuosité au combat lui venait de sa soif de venger la mort des siens. Elle se distingua dans tous les champs de bataille, allant jusqu'à attaquer en combat singulier plusieurs ennemis, à la fois plus robustes et plus âgés qu'elle. Elle était toujours en première ligne lors de la prise d'Azandé. Elle fut volontaire pour l'une des missions les plus périlleuses qui fut demandée par l'empereur Sawati Ier aux guerrières Nkosa, celui de pénétrer de nuit dans l'enceinte de la ville et de se livrer à une guérilla urbaine afin de détourner l'attention de l'ennemi. Bien qu'ayant atteint leur objectif, Kesha partit avec 2 autres guerrières à l'assaut des quartiers privés du maître de la cité, décimant les hauts responsables de la ville, regroupés autour de leur chef dans les appartements qui lui étaient réservés. Elles étaient entrées de force et s'enfermèrent à l'intérieur de la salle où étaient réunis le commandant de la garde personnelle du monarque, l'intendant économique, les conseillers et d'autres responsables de troupes. Elles décapitèrent ainsi, à elles 3, tout le système politique et militaire de l'ennemi durant cette nuit. Au lever du jour, lorsque Sawati Ier fit son entrée, il ne trouva qu'une seule survivante, Kesha. Ses 2 amis finirent par décéder des suites de leurs blessures.
Elle venait ainsi de faire entrer le corps d'élite des guerrières Nkosa dans la légende. Elle était connue pour n'avoir aucune pitié envers les ennemis, qu'elle décimait jusqu'au dernier et s'assurait ainsi une victoire militaire totale. Elle anéantissait les militaires et politiques, leurs descendants, leurs familles proches, leurs loyaux fidèles, ainsi que les familles de ceux-ci, car elle ne voulait pour rien au monde laisser à son fils la charge de devoir se battre encore contre des complots de légitimité ou vengeance qu'il devrait s'atteler à renforcer l'Empire et le rendre prospère et viable. Elle fit donc, sous son règne, les plus effroyables hécatombes dans le camp de ses rivaux. Elle fut surnommée Keisha, la griffe du grand léopard pourpre. Elle fut à la base de la tradition militaire que toutes les guerrières Nkosa, après elle, allaient perpétuer. Dans leur mission, audace, rapidité et puissance. Elle devint la plus connue et respectée des commandantes des guerrières, dont une partie fut désormais affectée à la protection du souverain. Tout le monde les craignait. Lorsque la conquête vers le sud fut achevée, Sawati Ier lui demanda sa main. Keisha accepta de devenir impératrice de l'Empire qu'elle contribua à bâtir. Elle lui donna un fils et 5 filles. Elle avait atteint l'âge de 29 ans, mais avait déjà 12 années de guerre derrière elle. Années dont elle gardait des cicatrices sur son corps, les cachant sous ses longues robes impériales qui lui couvraient les jambes et les bras. Keisha était le genre d'impératrice dont on se demandait si c'était son mari ou elle qui dirigeait les troupes. Mais elle fit vœu de ne plus porter d'armes tant qu'il n'y aurait aucun risque majeur contre l'Empire. Un vœu qui renforça la légitimité de son mari face au peuple des autres cités-États de l'Empire, lui qui n'avait pas la même approche coutumière sur le rôle de la femme dans les affaires politiques, malgré un grand respect pour le modèle des Nkosa. Il n'était pas bon d'avoir une femme trop charismatique en dehors de la cité-État de Nkosa. C'est ainsi que les royaumes autour se vidèrent petit à petit des peuples qui faisaient leur richesse et leur grandeur au profit de l'Empire Ntu. Mais ce n'était souvent que par intérêt de circonstance dû au contexte politique du moment et non par conviction. Sous la régence de Keisha, l'Empire comptait jusqu'à 19 peuples, 4 anciens royaumes, 5 principautés, 8 tribus sédentaires et 2 tribus nomades. Elle voulait que son fils connaisse l'Empire. Alors, elle lui recommandait souvent de voyager dans le pays, rencontrer les peuples, échanger avec les nobles, côtoyer les anciens, et prouver sa valeur auprès des soldats, surtout ceux de la garde impériale, premier rempart pour la sécurité d'un empereur. Il était bon qu'un monarque soit vu comme un combattant et chef de guerre auprès de ses troupes, surtout ceux assurant sa sécurité, au risque que ces derniers ne le renversent eux-mêmes pour mettre un des leurs sur le trône. Le trône impérial ne devait souffrir d'aucune faiblesse, surtout pas militaire, de la part d'un monarque. Beaucoup interprétaient les initiatives de Keisha comme un coup d'état en douceur, lui permettant d'être constamment au pouvoir en lieu et place de son fils, ce qui ne manqua point de susciter des projets de destitution contre son fils et indirectement contre la régente.